Ah yo, c'est parti pour 10 decks trop cool à jouer, pas cher, et en plus de ça, ils sont trop cool à jouer. Je t'ai déjà dit, merde! Alors, pour le premier deck, on a tout d'abord le deck nordique, avec les As, les dieux nordiques qui sont invoqués par les petits nordiques. C'est un deck qui est assez facile à prendre en main, parce que les loops de combo sont vraiment très courtes. Globalement, tout va se passer par cette carte lien. Guilivig ascendant nordique. Guilivig qui va permettre de défausser 3, enfin de bannir 3 cartes de la main ou du terrain pour invoquer 3 monstres depuis le deck nordique. Donc on va se démerder pour que ça fasse 10 et à partir de là on va faire des grosses synchros dieux nordiques avec Loki, Thor et Odin. Waouh, c'est trop stylé. Et en plus de ça, ils sont vraiment pas mal. Ils ont tous beaucoup d'attaques, ils ont des effets plutôt intéressants. Le deck va pas beaucoup plus loin que ça, si ce n'est 7, un piège généralement qui va être très utile, qui va être Svalin Relique Nordique. Le principal souci du deck, c'est ces putains de noms de fous furieux à base de Tarksnor, à base de Glimborstri, ce genre de choses là. Mais à part ça, c'est vraiment fun à jouer. Non, plus sérieusement, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions pendant le tour adverse si ce n'est la piège. Tous les gros monstres sont juste des sacs à stats et ont quelques effets cool pendant votre tour. Mais ce qui est intéressant pour un nouveau joueur ou quelqu'un de débutant, ce qui est finalement la même chose, c'est que tous les dieux nordiques vont pouvoir se reborn du grave, puisqu'ils ont tous un effet qui permet, une fois qu'ils sont envoyés au grave ou détruits, de pouvoir se reborn en bannissant un de synthoniseur particulier qui a servi à les invoquer. Et en plus de ça, ils ont un effet bonus, piocher une carte, mettre des dégâts, ça dépend un peu de quel dieu. Donc c'est très chouette parce que ça permet de jouer des parties qui sont un peu plus longues que 1 ou 2 tours. Ça permet aussi d'avoir des loops qui sont pas trop compliqués à comprendre et des boards finaux qui sont pas trop oppressifs. On s'amuse, on se régale. C'est clairement pas le meilleur deck de la vidéo, c'est même le moins fort. Mais pour le coup, pour apprendre à jouer, je pense qu'il y a pas mieux. C'est le bon pont entre du casual OG et du vrai Yu-Gi-Oh tout simplement. Donc voilà, Carnaval hippopotame, c'est une chouette carte aussi. Voilà, ça c'est pour le premier deck, on va passer au deuxième. Oh my god! Alors, je sais pas si j'ai précisé, mais dans cette vidéo, les decks seront présentés par ordre de puissance croissante. Sous-entendu, plus on va avancer dans la vidéo, plus on aura affaire à des decks qui sont vraiment consistants, forts, compétitifs. Vu qu'on est qu'au deuxième, c'est pas encore la folie, mais c'est quand même très rigolo à jouer, puisque on est sur le deck Dinosaur. Dinosaur, c'est vraiment un deck qui a une saveur toute particulière, parce que c'est pas un deck qui est basé sur un archétype, c'est un deck qui va être basé beaucoup plus sur un type de monstre, à savoir du coup les dinosaures, et une interaction qui va être de casser des bébés dinosaures, que vous voyez ici, avec petit Pteranodon et bébé Cérasaur. Ils sont tout mignons, et ben on va les casser pour invoquer les gros dinosaures, que voici. C'est trop bien, c'est trop fun à jouer. Le deck coûte vraiment une bouchée de pain pour le coup. Il n'y a aucune carte qui vaut de l'argent, si ce n'est point Xeno qui permet de faire du fusion. Le deck est vraiment pas cher. En plus de ça, Diagramme Draconique est revenu à 3 et ça synergise parfaitement avec le deck aussi. Il peut faire beaucoup de choses. Les boards finaux sont bizarrement assez forts. Globalement, les Evolzar sont vraiment des très bons effets dans le deck. Le boss monster Tyranno Ultime Conducteur a un effet super fort, beaucoup de stats, il peut OTK facilement, il peut phase down tout le board adverse, donc c'est vraiment des choses très fortes. Et puis il y a de la place dans l'extra, donc finalement c'est un deck qui est assez fort en termes de board finaux qu'il peut proposer. Le vrai problème, ça va être que Oviraptor est vraiment la plaque tournante du deck et que s'il se fait negate, on n'a plus grand chose généralement. Même si Divernosaur peut permettre, hop, juste ici, de passer outre beaucoup d'interruptions, il est K1 dans le deck. Et puis globalement, on n'a pas de one card combo dans ce deck, on a beaucoup de 2 cartes combo, à savoir Oviraptor plus bébé, Oviraptor plus petit, ou avec le terrain aussi, ça marche très bien. Mais dans tous les cas, on n'a pas vraiment de loops qui se font à partir d'une seule carte. C'est possible aussi de mettre des raptors de ferraille dedans et une engine un peu ferraille pour faire des combos encore plus longs. Mais sur cette decklist, j'ai préféré rester sur des combos un peu plus concis et plus faciles à mettre en place, sachant qu'on manque vraiment pas d'explosivité avec ce deck. C'est très fun à jouer. Si vous voulez commencer à avoir une première approche sur les decks combos, et c'est un deck qui est parfait. Allez, au suivant. Non. Alors le deck suivant, c'est un deck de ma confection personnelle. Il est génial, c'est un deck qui combine 2 stratégies. J'ai nommé Naturia Ragnaraka. Le deck Naturia Ragnaraka, il est super parce qu'en fait il va prendre 2 stratégies qui sont en soi imparfaites et en les cumulant, il va résoudre tous les problèmes. Donc c'est super fun à jouer, c'est trop bien. Pour expliquer, Naturia va se baser sur surtout ce monstre, un peu lui mais surtout lui, Natbeast. Lion Naturia qui va permettre de cancel toutes les magies adverses en envoyant des cartes du dessus du deck au cimetière. Pas une fois par tour, pas une fois par chaîne. Ça bloque le tiers du jeu, et c'est pas le moindre tiers, hein, clairement c'est génial. Donc cette carte elle est là pour nous donner du temps et elle se sort assez facilement avec les petits monstres Naturia que voici.
Et puis il y a celle-là aussi qui concèle 2 effets de monstre, c'est une carte parfaitement très très forte. Et au-delà de ça, du coup, ça c'est pour vraiment se donner du temps. Et qu'est-ce qu'on fait avec le temps? On fait des grosses liens qui demandent du temps pour être joués, des grosses liens Ragnaraka qui vont monter petit à petit en stats. Et ces grosses liens là, on va les sortir avec ce genre de carte là. Et ce deck est très intéressant parce qu'en fait le temps on va l'utiliser à bon escient. Cette carte là, Papillon Malfaisant Ragnaraka, quand elle est bannie, elle dit qu'on peut piocher une carte durant la phase pour chaque monstre, insecte, plante ou reptile avec un attribut différent. Donc ça va nous poser un dilemme à chaque tour qui va être au final essayer de laisser un maximum de monstres mais du coup qui sont pas très présents en termes d'oppressivité sur le board et piocher plein de cartes, ou alors faire un board qui est plutôt consistant et piocher moins de cartes. Et bah avec ce deck là ça va vraiment dépendre de ce que vous openez comme main, si vous arrivez à sortir les Naturia et si vous arrivez à link climb assez rapidement, parce que cette carte là est une machine à link climb, c'est une machine à avantage concrètement. Et puis ils ont tous des effets assez intéressants avec des gestions de cimetière pour les trappes, des gestions de terrain aussi, des gestions de la main, des gestions d'extra deck. Il y a un peu tout que vous pouvez faire. Le deck est tellement flexible en fait qu'on a même mis des bagnes à lancier, des Rika. C'est des cartes qui sont plantes et qui donc fonctionnent bien dans le deck aussi. A savoir, c'est le premier deck où il faut faire un peu attention au lock, dans le sens où Ragnaraka la Grande Maléfique est une lock et potentiellement le soldat aussi, donc à préférer faire d'abord les combos Naturia puis les combos Ragnaraka, mais c'est vraiment pas un problème sur le grind game et c'est un deck qui est très drôle à jouer. La faiblesse c'est qu'il va être un peu inconsistant, il n'y a pas vraiment de bridge entre les deux stratégies, le seul qui fait un peu le lien c'est Floraison de Feu, mais à part ça voilà, c'est assez indépendant l'un de l'autre. Le deck reste un peu instable donc on a mis des petits mondes, voilà, c'est pas un deck avec lequel vous allez faire 100% de bonne game, mais si vous tenez à faire une partie qui tend un peu dans la durée et avec des grosses liens et une possibilité d'avoir une carte vraiment incroyable comme Lion Naturia, c'est le deck parfait pour vous, je vous le conseille chaudement. Alors 4ème deck, et là on commence à rentrer dans le sérieux parce qu'il s'agit du deck Nouvelle. Le deck Nouvelle qui est vraiment très agréable à jouer, qui pour le coup ne ressemble à aucun autre. C'est un deck très particulier. C'est un deck qui va pouvoir avoir un très bon go first comme go second, et ça c'est très intéressant parce qu'en fait il va passer outre beaucoup d'interruptions. C'est un deck rituel qui joue le Burger and a Bear. Ça c'est vraiment génial, et il joue aussi voilà plein de cartes comme le grand barbecue, la sauce meunière. C'est un deck basé sur la gastronomie française avec plein de magnifiques cartes. Il est génial ce deck parce que il va permettre de jouer avec les cartes de l'adversaire. En fait vous allez pouvoir sacrifier des cartes de l'adversaire pour faire vos combos et sortir vos monstres. Si vous finissez juste avec la sauce meunière, il va pouvoir sacrifier un monstre de l'adversaire pour sortir le grand pot-au-feu, le grand barbecue, qui lui-même va sacrifier les monstres adverses et les negate pour sortir le burger énervé, qui lui-même va sacrifier pour sortir le burger affamé. Vous avez compris, vous êtes en train de dévorer tout cru votre adversaire et il ne peut rien faire. C'est extrêmement jouissif à jouer. C'est un deck qui se débrouille très bien sous les interruptions parce que il a beaucoup de plays différents, étant donné que c'est un deck rituel qui va fonctionner avec beaucoup de cartes en main, beaucoup de cycles, beaucoup de tutorisations. Alors évidemment ça meurt instantanément sur drôle, mais c'est limité à 2 donc on s'en fout. Et en plus de ça, l'extra deck est pas hyper fourni, donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, hein. C'est un deck rituel, voilà, il y a des Dynamundo, j'ai même mis des Chevaliers du Cauchemar. C'est pour dire, voilà, le seul qui est un peu vraiment utile de l'archétype c'est Couverture Pâtissière. Et encore, c'est vraiment pas un effet qui est indispensable. Après le reste vous mettez ce qui vous plaît, hein. J'ai mis des Anima et des Typhoon, mais vraiment c'est avec ce que vous aimez. Le deck est vraiment très agréable à jouer. Le deck se débrouille très bien indépendamment du dice, il se débrouille très bien indépendamment du match-up. Le problème du deck ça va être voilà, bon, déjà drôle, et puis ensuite ça va être qu'il va être assez sensible à tout ce qui va être board break, et il a beaucoup d'interruptions mais sur le board ça va être un deck qui va bien jouer tant que vous avez des cartes en main, mais dès que vous tombez avec un peu low ressources ça va être compliqué. Le but du deck c'est toujours avoir 4-5 cartes en main. Si vous tombez un peu à court de ressources en main vous allez perdre sous peu. Donc le deck est très agréable à jouer, c'est pas un power level qui est démentiel, mais c'est vraiment intuitif quoi, c'est vraiment on fait combo, c'est classe. Donc très agréable, en plus de ça c'est français, donc je vous le conseille. Dragon Rouge Arc Démon. Là vraiment si vous avez un petit complexe d'infériorité et que vous voulez vous prouver quelque chose, et il n'y a que des gros dragons avec des énormes statistiques qui font des énormes dégâts. Vraiment c'est le deck pour les complexer, non je déconne. C'est juste un deck incroyable à jouer avec des effets de boss monster absolument fous qui bannissent des terrains entiers en soft once par turn, c'est n'importe quoi. Et des grosses synchros comme ça, ça sort avec des tout petits diapasons, des petits diapasons démoniaques qui ont des effets vraiment très agréables aussi à jouer. Voilà, c'est un deck qui est très agréable. Comment il va se constituer?
tuer, le but c'est que c'est un deck combo. Donc vraiment on va essayer de sortir des petits dragons qui vont faire des avantages avec le diapason pour sortir les gros dragons, etc. etc. On est aidé aussi avec certains monstres comme l'Arc des Mondos, le Red Lotus King ou encore des bestiaux aussi, ça marche très bien. Gaia Cramosi, qui est une magie continue qui est excellente, qui va permettre d'avoir un grind game qui est vraiment pas dégueulasse. Le but du deck est clairement de tuer le plus rapidement possible, mais ça peut très bien se débrouiller sur 2, 3, 4 tours sans aucun souci. Ça revient en boucle, le piège ramène du ban aussi. C'est absolument exceptionnel. Il a des très gros effets et des très grosses win conditions une fois que le board est setup. Le vrai problème ça va être s'il se fait interrompre évidemment. On n'a pas beaucoup de possibilités de jouer autour de Nibiru, à part un monocolba il va falloir faire quand même attention. Et l'idée c'est que bon, il est assez sujet au entrap de manière générale, donc compétitivement il va avoir un peu du mal à se débrouiller. Mais par contre à un peu plus bas elo ou alors tout simplement pour vous amuser avec des amis, c'est un deck qui est très fun parce que vous avez plusieurs lignes de combos possibles, c'est pas une récitation par cœur. Et puis même si c'est assez compliqué à comprendre, si vous êtes plutôt dans le style essayer de faire des gros combos, des gros dragons, c'est le deck qui est fait pour vous. Tempai, oui mais pas que Tempai, il s'agit de Tempai avec les Dragon Ruler. Et ça c'est génial. C'est un deck qui est exclusivement go second, c'est le seul de cette liste. Il coûte vraiment pas grand chose, si ce n'est cette connerie que j'ai imprimée, Hydro Dragon. Le reste du deck coûte vraiment pas cher. L'idée ça va être quoi? Ça va être une stratégie à 2 échelles, toujours en go second. Go second veut dire on a besoin de faire cramer des ressources. Et les dragons de rouleurs sont parfaits pour ça. Ils ont vraiment une belle résilience et beaucoup de lignes de play différentes. Assez imprévisibles puisqu'ils s'envoient de la main au cimetière. Et beaucoup d'interactions entre eux qui peuvent changer au fur et à mesure que vous découvrez les interventions adverses dans la main ou en back row. Vraiment beaucoup de possibilités de gameplay différents et c'est vraiment là pour faire péter des interactions. Péter des interactions oui, mais si jamais l'adversaire n'a pas envie d'en péter, vous gagnez la game. Il y a Chasma qui est extrêmement fort, il y a l'Eclipse qui est très bon et si vous arrivez à sortir un Disaster, vous avez mon respect éternel. C'est pas facile, mais c'est incroyable comme effet. Bref, les maîtres dragons sont là dans un premier temps pour faire péter les interactions. Et puis dans un deuxième temps, quand l'adversaire est à nu et que vous n'avez plus qu'une carte en main, et là vous réveillez un Tempai. Un Tempai qui est souvent une one card combo en tout cas pour ces 5 là. Et une fois que vous avez... Enfin pour ces deux là aussi mais c'est pas vraiment de l'archétype. Et pour l'aide magie également. Et une fois que vous avez révélé votre Tempai, tout simplement vous envoyez votre méga combo Tempai comme à l'ancienne. Et puis là vous sortez 18 000 dégâts en un tour et vous le one-shotez de manière parfaitement stable et safe puisque vous avez déjà cramé les interactions. C'est un deck qui est génial dans le sens où vous avez une possibilité de surprise qui est incroyable quand la personne en face ne sait pas contre quoi il joue. Concrètement vous allez lui faire croire à un deck maître dragon, lui dépenser toutes ses interactions et puis après ça vous le surprenez avec une tonne de dégâts, extrêmement agréable et original puisque c'est quand même une manière de jouer à Yu-Gi-Oh qui est beaucoup plus interactive que de partir en second intentionnellement. Donc voilà, j'aurais pas dû cru dire un jour interactif en parlant de Tempai, mais ce deck l'est vraiment. Aucun regret sur les limitations de Tempai parce qu'avec Dragon Roller ça se débrouille extrêmement bien. Pour le deck suivant, on est complètement sur l'opposé, c'est un deck qui se veut go first et c'est un deck qui se veut deck piège. On va parler de Dinomorphia. Dinomorphia c'est vraiment le deck si vous voulez pas vous faire des amis. Le but c'est d'interdire à l'adversaire de jouer. Non, plus exactement, c'est un deck qui est extrêmement agréable parce qu'il est très original également. Il va jouer avec vos points de vie. Alors, les créatures de votre extra deck vont gagner des effets sur les points de vie. Kentrigina va gagner l'attaque, mais surtout à Extreme Dinomorphia. À Extreme Dinomorphia, il est exceptionnel parce qu'il va dire que tous les monstres adverses contrôlés par votre adversaire qui ont plus d'attaque que vos points de vie ou équivalent, ils peuvent pas déclarer leurs effets. Et donc, vous paralysez complètement l'adversaire puisque vous allez tomber très vite, très bas en points de vie grâce à vos nombreux pièges. Que vous avez dans le main deck qui vont permettre de faire des fusions mais qui vont surtout vous permettre de diviser vos points de vie par 2 et de vous protéger. C'est très agréable et c'est aussi très excitant puisque le deck se joue toujours sur un fil du rasoir. Vous gagnez avec 60, 30, 16 points de vie, pas plus. Et le fait de gagner comme ça sous-entend forcément que si jamais vous faites la moindre erreur, ça peut être très vite fatal. Donc c'est un deck qui fait suer autant l'adversaire que vous. Et c'est un deck qui peut se permettre de jouer une carte exceptionnelle qui est notre ami Âme du Roi Suprême. Âme du Roi Suprême bien évidemment x3 qui permet de sortir un nombre de dragons colossal sans négate leurs effets de tout type. Généralement on sort des choses comme ça. C'est que des giga monstres, giga chad, c'est exceptionnel. Alors ceux-ci n'ont pas tous des effets parce que j'ai pas les thunes de claquer ceux qui ont des effets, mais un custom selon vos préférences. L'idée du deck ça va vraiment être bonjour, on se serre la main, très bien, commencez, draw, stand-by, main. À toi de jouer.
Voilà, l'idée c'est que vous allez vraiment pas jouer pendant votre tour, vous allez jouer exclusivement pendant le tour de l'adversaire. La plupart du temps, vous avez quand même quelques monstres d'archétype, mais globalement vous allez jouer pendant le tour de l'adversaire. Vous avez du coup le pot de dualité en x3 également, qui marche très bien dans le deck. Bref, un deck dinosaure très original, qui ressemble à aucun autre. Si vous voulez vous lancer dans un deck piège avec énormément de pièges, parce que vraiment il y a au moins la moitié du deck qui est constitué de ça, bah c'est le bon deck pour vous. Franchement, c'est pas loin d'être du stun, mais le but n'est pas de rallonger la partie non plus, parce qu'on veut gagner assez rapidement, on n'a pas beaucoup de cycles de ressources. Donc c'est un deck qui va être vraiment particulier. Si vous aimez un peu l'originalité, c'est fait pour vous. Bon, alors maintenant c'est fini les bêtises, hein. Fini les bêtises parce qu'on rentre dans le top 3. Et en troisième position, un deck qui a déjà eu le droit à sa profile sur cette chaîne, c'est évidemment le deck Traptrix. Traptrix, qu'est-ce que c'est intéressant comme deck Traptrix? Bah voilà, c'est la version d'un deck piège qui fait beaucoup de choses différentes, hein. Il y a moins de pièges que dans Dinomorphia, mais qu'est-ce que c'est polyvalent comme stratégie. Vous avez vraiment une polyvalence grâce à Serra, c'est la god de ce deck. En fait, elle vous permet d'avoir accès à des Traptrix en spé et des pièges depuis votre deck selon ce que l'adversaire fait. Vous avez vraiment une toolbox de pièges et une toolbox de Traptrix qui est assez grande. Vous pouvez péter des magies, vous pouvez bannir des monstres, vous pouvez negate des effets dans la main, dans le bannissement, dans le cimetière, sur le terrain, détruire. Enfin, il y a tellement de choses à faire, Et puis vous avez une grosse capacité d'explosivité avec vos Xyz, de surprise avec des Zeus, avec des Atipus. C'est un deck qui fait tout très bien. Le seul problème, c'est qu'il est un peu norme dépendant et qu'il est sensible au pétage de body. Donc en go second, comme tout deck piège, il va avoir un peu de mal. Ceci étant dit, il est quand même très agréable à jouer et beaucoup plus versatile que ce que je vous ai présenté jusqu'ici, puisque non seulement il s'adapte très bien à votre adversaire, mais en plus de ça, les parties ne se ressemblent pas et il a une capacité à rebondir qui est quand même pas déconnante pour un deck piège. Alors bien évidemment, on veut commencer, mais même quand on go second, c'est pas perdu pour autant. On a des Nibiru, on a des board break avec Heavenly qui rentrent très bien dans le deck, on a des Imperm. Donc voilà, c'est un deck qui est très jouable. En plus de ça, il coûte vraiment une bouchée de pain pour le coup, parce qu'il y a les decks de structure qui sont sortis, donc vous en prenez 3 et vous avez un deck qui est très cohérent. Indépendamment des staples après à rajouter dedans, c'est déjà très bien. À conseiller quand même, au-delà des decks de structure, une carte qui coûte rien et qui est excellente, Exit Parallèle en x3 dans le deck, ou en x2 selon les préférences. Moi je préfère en x3 pour avoir plus de chance de la toucher. C'est une carte excellente. Bref, un deck excellent, des cartes excellentes, et en plus ça un plaisir de jeu qui ne réduit jamais. Moi je dis foncez. En deuxième position, un autre deck que vous avez eu l'occasion de voir sur la chaîne. Il s'agit d'un deck avec deux stratégies cette fois-ci, puisqu'il s'agit de Mitsurugi Orcust, enfin plutôt Orcust Mitsurugi. Alors, je pense que dans cette vidéo, c'est le deck le plus fort. J'ai pas respecté ma règle, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et c'est un deck très fort, c'est un deck qui fait un parfait entre-deux, entre combo et contrôle. L'idée ça va être qu'il se débrouille extrêmement bien en go second grâce au Mitsurugi. Il se débrouille extrêmement bien en gros first et indépendamment des interruptions grâce au Orcust aussi. Il a la place de jouer pas mal de free spots. Il y a des free spots qui sont très bien comme super polymérisation qui est carrément jouable dedans parce que l'extra deck est pas très demandant non plus. Des loops assez simples, des boards résilients et des boards qui reviennent en boucle surtout dans le grind grâce à Futsu, grâce au Orcust qui se recycle. Vraiment c'est un deck qui fait tout très bien en fait. La seule chose qui fait pas très bien, bah évidemment c'est le bridge. Il n'y a que Vampire Zombie qui est parfois un peu incertain, mais qui quand même permet de passer d'une stratégie à l'autre uniquement dans un sens et pas dans l'autre. Donc c'est un deck qui est vraiment, je trouve, une excellente porte d'entrée dans le compétitif, dans le sens où les loops sont pas si durs que ça à maîtriser. Vous avez beaucoup de capacités de boards différents à faire selon ce que joue l'adversaire, et vous avez beaucoup de capacités de jouer pendant votre tour, pendant le tour de l'adversaire, tout en vous exposant un minimum, si vous jouez bien, aux cartes de l'adversaire. La vraie différence va être dans votre séquençage de play. Si vous êtes un bon ou un mauvais joueur, voilà, jouer autour de cartes de l'adversaire sans en avoir connaissance dans sa main, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. Mais il est facile à prendre en main, il est difficile à maîtriser, il a un power level de furieux, un grind game génial et des combos intéressants. Que demander de plus? C'est certainement le meilleur deck de la vidéo, mais c'est pas mon préféré, puisque mon préféré c'est... Oh my god! White Forest Runic, évidemment. White Forest Runic qui est... Je ne sais pas comment décrire l'histoire d'amour que j'ai avec ce deck. C'est exceptionnel. C'est un deck qui va explorer toutes les possibilités possibles d'un deck contrôle. C'est extrêmement amusant à jouer, c'est extrêmement divertissant, et en même temps c'est une réflexion qui ne prend pas la tête. C'est une réflexion qui ne demande pas des centaines d'heures d'apprentissage de combos. Toutes les parties seront très différentes puisque vous avez beaucoup d'interactions et d'interruptions qui arrivent avec la draw.
Donc forcément ça se ressemble pas selon les parties, mais en même temps vous pouvez contrôler facilement ça avec des tutorisations très précises, avec des possibilités de sortir des toolbox de l'extra deck en synchro qui sont absolument géniales, avec un recyclage constant grâce au White Forest, avec une draw constante grâce au Runic. C'est génial, et puis en plus de ça vous voyez petit à petit le visage de votre adversaire se décrépir puisque vous bannissez peu à peu tout son deck. C'est vraiment un deck incroyable, honnêtement. Runic c'était très cher au moment de sa sortie, aujourd'hui ça coûte quasiment plus rien. Il y a quoi, il y a peut-être Huggin qui coûte encore un peu d'argent, mais à part ça franchement c'est pas très demandant. Pareil pour Pointe Runic, peut-être que la meilleure magie rapide coûte encore un poil d'argent, mais le reste ça va, c'est très abordable. D'un point de vue White Forest pareil, Diabel, la reine de la forêt blanche, coûte un tout petit peu d'argent, mais vraiment pas grand chose. La seule c'est LZ qui coûte un peu d'argent, qu'il faut en x3. C'est la seule carte qui coûte un peu d'argent. Le reste vraiment c'est rien du tout. Vision du Ifon radio est parfaitement jouable dans le deck, extrêmement puissant et coûte une bouchée de pain. Les staples très puissantes comme Droplet, comme Heavenly sont tout à fait jouables. On peut aussi imaginer des Dark Ruler No More, ce genre de choses. Ce deck là, moi personnellement je le joue à un peu plus de 40, mais il est jouable autant à 40 qu'à 50. Ça dépend vraiment des ratios de Runic que vous mettez dedans. Il se cycle, vous voyez beaucoup de vos cartes dans chaque partie. Vous avez beaucoup de rebondissements, ça fait vivre des émotions ce deck, ça fait vivre des émotions, et c'est sans aucun doute que je le place tout en haut de mon podium. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que les decks vous ont intéressé. Globalement c'est que des decks qui sont assez peu chers pour leur power level. Le seul exception c'est un petit peu Mitsurugi Orcus, mais il a un power level tellement démentiel que finalement pour du compétitif j'ai choisi de l'intégrer parce que c'est pas cher pour du compétitif. Le reste c'est vraiment pas grand chose. Beaucoup de decks ont été constitués grâce à des decks de structure notamment. Il y a énormément de staples qui sont mises dedans, qui ne sont pas du tout impératives, qui sont vraiment modulables selon vos envies et selon votre budget. Donc le but c'est de vous donner envie de jouer certains decks, plus combo, plus contrôle, ça ce sera à vous de voir selon votre style de gameplay, et puis aussi de vous délivrer mes coups de cœur, que sont ces 3 decks que j'aime d'amour. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, vos decks que vous préférez, et des combos si j'en ai oublié. Et puis je vous fais des gros bisous. Beat 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 beat.